Bonsoir à tous, bienvenue dans cette dernière édition de la semaine. Voici les titres de ce dimanche 10 août. Le tableau est grandiose, mais derrière chaque feu d'artifice, les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre. Nous les avons suivis hier soir à l'occasion du dernier spectacle pyrotechnique de la saison. Au Japon, l'exposition universelle accueille des millions de visiteurs. Sa fréquentation ne désemplit pas. Pour savoir si le succès est toujours au rendez-vous, précisément sur la parcelle réservée à la principauté, nous accueillerons Mireille Martini, la commissaire générale du pavillon de Monaco. Avez-vous déjà testé les activités du Box 98? L'espace de loisirs a ouvert ses portes en avril et accueille actuellement de nombreux locaux et vacanciers venus se divertir en famille. Nous y avons posé nos caméras. Et puis du sable, du soleil et des cahiers de vacances, longtemps réservés aux écoliers, ces livrets séduisent désormais les adultes avec des thématiques inattendues et des défis pour muscler les neurones. Une de nos équipes est allée à la rencontre des nouveaux adeptes. Mais d'abord un mot de cyclisme, et après avoir fait sensation au Tour de Pologne hier en décrochant la 6e étape et en s'emparant par la même occasion du maillot de leader, Victor Langelotti a réalisé cet après-midi le 21e temps du contre-la-montre final et termine donc 5e au classement général. Déception forcément pour le Monégasque. Le Tour a été remporté par l'Américain Brandon McNulty. À ses côtés sur le podium, les Italiens Antonio Tiberi et Matteo Sobrero. Vous avez été nombreux hier soir dans les rues de la Principauté à admirer le dernier feu d'artifice de la saison. Un spectacle féerique mais qui n'est pas sans danger. Alban Gingembre et Camille Calogni ont passé la soirée aux côtés des sapeurs-pompiers de Monaco dont le rôle est d'assurer la sécurité des personnes et d'intervenir en cas d'incendie. Voyez le reportage. Comme tous les soirs de feux d'artifice, un dispositif prévisionnel de sécurité est mis en place par les pompiers. Le but, assurer la sécurité du public et des intervenants et prévenir tout début d'incendie. Une mission réalisée dans l'ombre, en toute discrétion. Il y a 3 secteurs en fait. Il y a un secteur nautique avec notre embarcation d'incendie et de sauvetage qui assure les départs de feu au niveau du port. Et ensuite, nous avons également un moyen aérien, le drone, qui nous permet de visualiser tous les points chauds et ou départs de feu. Et nous avons également un engin pompe qui est à côté de nous, de manière à faire face à tout début d'incendie sur la partie terrestre. Pendant le feu d'artifice, les hommes restent vigilants aux moindres détails. Ils scrutent chaque débris qui pourrait causer un départ de feu. Et une fois le bouquet final envoyé, une dernière ronde reste à effectuer. Une fois qu'un check a été fait par l'organisateur, nous, au bout d'une demi-heure à peu près, on vérifie également les points d'ignition qu'il pourrait y avoir, et également visuellement avec la caméra thermique du drone. Et à ce moment-là, on autorise la réouverture du port et on ferme le dispositif. Un rôle crucial pour permettre aux spectateurs de passer un bon moment en toute sécurité. Écoute, la ronde est effectuée, RAS, c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Je peux donner l'ordre en direction, on peut réouvrir le port. Allez. Direction à présent le Japon, où l'exposition universelle d'Osaka bat son plein. L'événement vient de dépasser les 15 millions de visiteurs en 4 mois, clôture prévue en octobre prochain. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles du pavillon de Monaco. Est-ce qu'il fascine toujours autant? Pour le savoir, Émilie Rousseau est en duplex avec la commissaire générale de ce qui représente la vitrine de notre pays. Bonsoir Mireille Martini. Bonsoir Émilie. Nous le disions, l'exposition universelle d'Osaka connaît un fort engouement. Est-ce que cela rejaillit également sur le pavillon de Monaco qui voit sa fréquentation grimper? L'exposition a démarré tout doucement au niveau des visiteurs. Mais là, maintenant, il y a un nombre de croisières qui a été atteint et il y a à peu près 190 000 visiteurs journaliers sur l'exposition. Et donc on le ressent effectivement au pavillon de Monaco puisqu'on fait à peu près 6% d'entrée. Cela représente combien de visiteurs qui ont franchi déjà la porte du pavillon de Monaco? Écoutez, à la fin du week-end, nous devrions être à 900 000 visiteurs physiques sur le pavillon. À cela, on doit rajouter à peu près 275 000 visiteurs au niveau de notre expérience virtuelle. Oui, parce que les visiteurs peuvent également découvrir ce pavillon de Monaco en ligne. Comment ça marche? Alors vous pouvez, effectivement, il y a un QR code qui a été diffusé dans la Principauté de Monaco pour permettre
aux personnes situées à Monaco de visiter virtuellement notre pavillon. Et vous pouvez aussi également faire cette visite en accédant au site internet de Pavillon Monaco. Est-ce que la journée nationale de Monaco, qui a été célébrée le 28 juin dernier, a boosté la fréquentation du pavillon ? Oui, certainement. On sent là aussi un petit peu une montée en puissance. Il faut dire que le jour de la journée de Monaco, donc le 28 juin, ça a été la journée où l'exposition a fait le plus grand nombre d'entrées. Et le fait qu'on ait cette parade de l'Orchestre des Carabiniers du Prince qui a déambulé dans toute l'exposition et qui a été largement diffusée dans les réseaux, notamment de l'expo, dans les réseaux sociaux, cela effectivement a certainement boosté le visitorat. C'est un souvenir que vous gardez encore frais en tête ? Ah oui, ça a été une journée mémorable. On avait une grosse délégation, mais c'est vrai que ça a été un succès. Les Japonais ont eu un engouement pour l'Orchestre des Carabiniers et pour les ballets de Monte-Carlo. Et oui, c'est une longue préparation et ça a été un grand travail d'équipe. Et oui, c'est encore frais dans nos esprits. Et qu'est-ce que les visiteurs, Mireille Martini, retiennent de leur passage au pavillon Monaco? Qu'est-ce qui les surprend? Ce qui les surprend, c'est, je pense, de voir que dans un pays comme Monaco, qui est un tout petit pays, surtout comparé aux autres pavillons et des grands pays qui sont autour de nous, de voir tout ce que Monaco peut faire en matière de protection de l'environnement. Aujourd'hui encore, votre équipe poursuit son travail puisque l'exposition universelle se clôture en octobre prochain. Comment sont rythmées ces journées ? Écoutez, elles sont rythmées différemment selon les positionnements de l'équipe. Mais on essaye de booster de plus en plus notre communication au niveau des réseaux sociaux, de faire des partenariats avec d'autres pavillons, que ce soit de manière virtuelle, donc sur les réseaux. Et on essaye aussi d'animer, de faire des animations nous-mêmes sur le pavillon. Et dernièrement, on a fait un concours avec une de nos installations qui est un jeu de loi et qui a connu un grand succès auprès des visiteurs. Et puis vous essayez aussi de vous caler par rapport aux thématiques proposées par l'exposition universelle ? Tout à fait. On essaye justement de faire ces manifestations dans le cadre des thématiques qui sont thématiques hebdomadaires de l'expo. Et en ce moment, c'est une thématique sur la paix. Donc nous essayons là aussi de montrer ce que Monaco peut faire. Et en ce moment, nous diffusons les documents de Peace and Sport. Eh bien, merci beaucoup, Mireille Martini, d'avoir été notre invitée pour faire le bilan à mi-parcours de cette exposition universelle et de la fréquentation du pavillon de Monaco à Osaka. Merci infiniment d'avoir été notre invitée. Merci à vous, Émilie. L'été est souvent propice aux rénovations ou aux travaux dans les établissements scolaires. Vous comprendrez aisément pourquoi. C'est le cas en ce moment du côté de l'Annonciade, à l'école des Révoirs ou encore à FANB. Le point sur l'ensemble de ces interventions dans ce sujet de Vanessa Dessy, Fabien Bonny, Alexandra Marangoni et Paul Gougassion. Commençons par le gymnase de l'ancien lycée technique et hôtelier de Monaco, à l'Annonciade. Dans l'état actuel de cette salle, comme vous le voyez, le ballon de basket ne va pas forcément très bien rebondir. Mais d'ici quelques semaines, ce gymnase possédera un parquet tout neuf. Cette salle accueille essentiellement le basket féminin du MBA depuis de nombreuses années. Et depuis fin juillet, une équipe s'affaire à l'installation d'un parquet en bois pour la saison sportive début septembre. Le Monaco Basket Association Féminin est monté en Ligue 2 au mois de mars. Et donc de ce fait, on a dû un petit peu rapidement remettre en état le gymnase et également créer un parquet bois, un parquet en hêtre massif pour pallier à cette nouvelle montée dans la Ligue 2. Donc c'est un gros chantier donc qui va durer jusqu'à mi-août pour la partie mise en place du parquet. Et par la suite, on a aussi tout ce qui est traçage. Donc qui aura lieu vers le 18-19 août et pour une livraison fin août du parquet définitif. La peinture des murs vient d'être refaite ainsi qu'un traitement d'infiltration, sans oublier bien sûr ce nouveau parquet, tout cela pour un montant de 190 000 €.
Même si techniquement c'est une particularité spécifique à chaque salle de sport, ici on a un polyane de 300 microns qui permet d'éviter les remontées d'humidité. Ensuite on a une pose de lambourde qui elle-même sont sur des caoutchoucs pour permettre la flexibilité du produit. Et ensuite le parquet est cloué en contresens, donc perpendiculaire, pour pouvoir justement avoir une homogénéité du support. Et donc ce produit sera vraiment remarquable par rapport à ce qu'il y avait avant. L'équipe première, désormais en 2e division, ainsi que toutes les équipes du club du MBA pourront dès septembre s'entraîner et jouer leur championnat sur un parquet tout neuf. Autres travaux, autre établissement scolaire, cette pièce que vous voyez, même si en l'état ce n'est pas flagrant, eh bien ce sera d'ici quelques semaines la nouvelle cuisine de l'école des Révoirs. Les travaux ont débuté le 30 juin, dès le début des vacances scolaires, des travaux orchestrés par le service de maintenance des bâtiments publics. Aujourd'hui, on fait des travaux dans la cuisine des Révoirs qui vont durer tout l'été. On reprend totalement l'organisation de la cuisine, donc le sens de circulation des aliments, pour avoir une meilleure hygiène et une meilleure sécurité. Concrètement, on reprend la zone de stockage, la zone de distribution, la zone de préparation et même la zone de traitement des déchets parce qu'on va mettre à disposition des enfants des espaces de tri pour qu'ils puissent avoir accès et participer. Dirigeons-nous dans une autre salle, toujours à l'école des Révoirs, où une toute nouvelle bibliothèque est désormais installée. Alors la bibliothèque n'avait pas bougé depuis la construction de l'école, donc des années 80. L'objectif ici, c'était de rénover, de donner une meilleure organisation. C'est une bibliothèque qui a été entièrement dessinée en interne, donc au sein du service, en accord bien sûr avec la direction de l'école, en fonction de leurs besoins. Et ça a été fait en interne aussi par les menuisiers du service de maintenance des bâtiments publics. La fabrication de cette bibliothèque a été dessinée et fabriquée à partir du mois de janvier. Elle a été installée courant juillet. Passons à l'école primaire François d'Assise Nicolas Barré sur le Rocher. FA&B s'offre une nouvelle jeunesse, de la réfection classique des sols, murs et plafonds, en passant par la suppression des installations au gaz au profit de la climatisation. Des travaux sont en cours. Il s'agit de travaux de rénovation totale du bâtiment qui s'échelonnent tous les étés depuis 2023 maintenant. Et cette année, nous faisons également le renforcement des planchers des combles qui étaient inutilisables du fait de leur fragilité structurelle. Si une grande partie du chantier a déjà été menée, certains espaces restent en attente de finalisation. Les travaux se poursuivent avec pour objectif de mener à bien l'ensemble des opérations engagées. Alors il nous reste les réfectoires à finaliser et tout le 3e étage qui est inutilisé depuis quelques années pour cause justement d'impossibilité d'utiliser les locaux. La rénovation complète de l'école FA&B est attendue d'ici 2027. Et en attendant de retrouver leurs locaux tout neufs, les scolaires sont nombreux à profiter du Box 98. Ouvert en avril dernier, ce grand espace de loisirs situé à Fontvieille, dans les anciens locaux de la collection de voitures du Prince, propose notamment un circuit de karting, un mini-bowling et une salle de karaoké. De quoi créer des souvenirs mémorables. Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus s'y sont rendus. Passer la journée à s'amuser, entre amis ou en famille, ici il y a de quoi faire. En tout, 5000 m² uniquement consacrés à l'amusement. Tu vas égaliser. Raphaël et Younes, 2 amis, sont venus s'affronter dans un duel de air hockey. Et c'est Raphaël qui a gagné, c'était serré, le score final 6-8. Game over. Je gagne toujours. Non, c'est pas vrai, non. Ça fait des années qu'on joue ensemble avec mon meilleur pote. Et ça fait plaisir de venir là et on s'amuse. On attend le karting et il y a de quoi faire pour un après-midi, c'est sympa. Ouverte depuis seulement quelques mois, dans cette salle on découvre aussi un espace dédié aux jeux d'arcade. Et ici, les sensations sont garanties. C'est un truc où on tire sur des vaisseaux et le but c'est de marquer le plus de points. Et après ça bouge beaucoup. À un moment j'ai stressé. Mais après le but c'est d'avoir 14 ans et de s'amuser pour faire le karting. Mais après ça va, on s'amuse. Vous l'aurez compris, tout le monde en parle. L'attraction phare, c'est le karting. 8 minutes par session à seulement 25 € par personne. Mathéo est venu en famille pour s'affronter sur la piste. Les yeux qui pétillent, le sourire aux lèvres, le jeune homme a passé un excellent moment. Exceptionnel. Honnêtement, c'est la première fois que je viens ici à Monaco pour faire du karting et la piste, elle est géniale. Ça, c'est la compétition, version un peu enfantine. Je ramène toute ma famille avec moi, donc c'est vraiment super sympa et tout est super ici. Sur place, un karaoké, un mini bowling,
un billard ou encore un espace de restauration et une terrasse extérieure afin de s'accorder une petite pause. L'important, c'est de s'amuser, que ce soit en famille ou entre amis. Et pendant que certains s'amusent, d'autres font travailler leur méninge en griffonnant les fameux cahiers de vacances. Et fini le temps où ces livres d'exercices n'étaient réservés qu'aux enfants. Désormais, ils surfent sur des thématiques originales pour séduire un large public. Gadget estival ou nouvelle incontournable pour les adultes, Alban Jean-Jean et Arnaud Imbert ont mené l'enquête. Faire ses devoirs pendant les vacances, une idée qui peut sembler contre-productive pour certains. Pourtant, il existe les fameux cahiers de vacances, Astérix, Minecraft ou encore Naruto. Tous les thèmes sont permis pour intéresser les enfants. Elles ont choisi les Sisters. C'est plus amusant, là, des jeux des fois, pour que l'année prochaine, on n'oublie pas tout. Il y a plein de jeux à l'intérieur, mais bon, il y en a qui sont difficiles, mais si on arrive à comprendre, en fait, c'est facile. Chaque année, on en vend de plus en plus. Ça a un gros succès. C'est un classique, faire travailler les enfants hein, pour leur avenir. Attention quand même à s'être levé du bon pied. Quand je me suis levée du bon pied et que je suis contente et que j'ai la tête bien réveillée et tout, oui. Mais à part ça, quand j'ai envie de continuer de dormir et qu'on me réveille juste pour ça, quand j'étais en train de faire un super rêve, non, je déteste. Depuis quelques années, une nouvelle cible est visée par les cahiers de vacances. Les adultes aussi font travailler leur matière grise. Il y a des nouveautés, style escape game ou vous voyez les cahiers de vacances comme ça, des bêtisiers, l'histoire de France. Et donc ça plaît aussi beaucoup aux adultes. Il y a le sport, les enquêtes policières, même on a Astérix, on a la santé, le bien-être, enfin ça la plage, ça traverse beaucoup de thèmes et surtout des youtubeurs qui font aussi leurs petits cahiers de vacances. Il y a beaucoup de références. Ouais. Des thématiques variées pour plaire à un plus large public, même si les principaux intéressés, ça reste les écoliers. Et justement, ces cahiers de vacances sont-ils perçus comme un outil éducatif ou une corvée? Et faut-il vraiment les imposer aux enfants? Agnès Florin, professeure de psychologie de l'enfant et de l'éducation, a accepté de livrer sur notre antenne ses précieux conseils. Elle est interviewée par Théo Schumer. Bonsoir Agnès Florin. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info pour nous éclairer sur ce thème. Vous êtes professeur de psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'université de Nantes. D'abord, question piège, si des millions d'exemplaires sont vendus chaque année, est-ce que l'on doit ce succès aux enfants qui les utilisent ou aux parents qui les achètent? Aux éditeurs d'abord, parce que depuis les années 30, où les éditions Magnard ont créé les cahiers de vacances, c'était un grand succès commercial, un grand succès éditorial. Alors ce sont surtout les parents qui les achètent, il arrive que les enfants en réclament, ce sont plutôt les bons élèves, vous vous en doutez, qui les réclament. Et c'est une très bonne affaire qui permet de vendre plusieurs millions d'exemplaires de ces cahiers de vacances. Et je crois que les ventes sont en augmentation au cours des dernières années. En général, essayer de faire travailler les enfants pendant les vacances, c'est la crise de nerfs assurée. Est-ce que c'est un constat fataliste? Les enfants sont-ils tous réticents à l'idée de travailler sur ces cahiers, même s'ils sont ludiques? D'abord, première chose, les vacances pour les enfants comme pour les adultes, c'est d'abord fait pour se reposer, pour se détendre, pour changer de rythme, pour changer d'activité et aussi pour se retrouver, faire des choses ensemble qu'on n'a peut-être pas le temps de faire pendant l'année. Donc, n'embêtons pas les enfants en début de vacances avec des cahiers ou des devoirs de vacances. C'est la prise de tête assurée, comme vous dites, et ça ne sert pas à grand-chose. Ça peut être utile plutôt vers la fin des vacances, dans les derniers 15 jours par exemple, où ça va réactiver la mémorisation de certains apprentissages de l'année précédente. Alors, pour que ça ne soit pas une prise de tête, il ne faut pas non plus que ce soit une obligation. Si possible, négocier cela avec l'enfant et y consacrer un minimum de temps. On peut trouver un accord pour faire cela le matin, surtout s'il pleut, etc. Et les enfants sont davantage enclins à y participer, d'autant qu'il faut le dire aussi que ces cahiers de vacances ont un aspect ludique, ressemblent beaucoup à des magazines pour enfants. Ça vaut surtout pour les enfants d'école primaire.
et aussi pour le collège. Mais il y a une grande mode de cela qui fait que maintenant nous avons aussi des cahiers de vacances pour les adultes. Est-ce que vous recommanderiez justement de démarrer les cahiers d'été peut-être à partir d'un certain âge, ou bien tous les enfants peuvent s'y mettre à condition de bien organiser leur temps de travail par rapport au temps de repos? Quelle est la meilleure méthode finalement? C'est difficile à dire parce que ça dépend des enfants, ça dépend des familles. Vous savez, les enfants ont besoin de parler avec les parents qui sont trop souvent pris sur leur téléphone. On accuse les enfants, mais que les parents examinent leur propre comportement avec ce qu'on appelle ces technoférences où un enfant vous parle et puis l'adulte regarde son smartphone. Donc là, la communication, elle est un petit peu difficile, évidemment, et les enfants se lassent de ne pas avoir d'interlocuteur. Mais on peut négocier un temps d'activité avec le cahier de vacances, surtout si l'enfant a pu le choisir. Et puis, ne pas penser que ça va résoudre des problèmes d'échec scolaire. On sait que ce sont surtout les enfants qui réussissent, qui ont des bons résultats scolaires, qui sont amateurs de ces cahiers. Les enfants avec des difficultés ne vont pas pouvoir les compenser véritablement si ce sont des difficultés importantes. Il faut voir les cahiers de vacances comme une opportunité pour réviser ce qu'on a vu au cours de l'année passée et déjà se préparer à la rentrée en mémorisant aussi des petites activités qui vont être utiles pour l'année suivante. Alors, il vaut mieux, si l'enfant est en échec, ne pas le remettre à nouveau en échec devant un cahier de vacances, vous voyez. Ça, ce serait encore plus dommageable et ça va l'éloigner complètement du cahier de vacances. Et le message est bien passé. L'apprentissage ne passe pas uniquement par les cahiers de vacances. C'est peut-être la chose la plus importante. Merci beaucoup Agnès Florin, professeure émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes, d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet. Merci à vous, et bonnes vacances et bon cahier de vacances si vous en faites vous-même. Il fait rêver petits et grands depuis 1920. Invité du 40e Festival international du cirque de Monte-Carlo en 2016, le cirque Piédon est de retour sous le chapiteau de Fontvieille. Christine Datomel et Serge Prémont ont eu la chance de rencontrer cette troupe dans laquelle la passion se transmet de génération en génération. Au programme, le grand voyage de Marie-Lou et ses jouets, un spectacle empli de douceur et de cocasserie. L'histoire, Marie-Lou, une enfant de la balle, part à la recherche de son doudou dans un monde fantastique où les jouets prennent vie. On fait du cirque de famille, de génération en génération. Et ma fille, forcément, adore aussi le cirque. Et j'en profite tout simplement. Elle m'a beaucoup influencé, nous et le reste de la famille, pour créer ce spectacle. Et un doudou, ça touche tout le monde. Tout le monde a eu un doudou au moins une fois dans sa vie. Et puis les enfants adorent ça. Donc c'était le point de départ. Elle a perdu son doudou au sein du cirque. En plus, c'est vrai, c'est réel. Elle joue tous les après-midi sous le chapiteau. C'est son aire de jeu préféré, c'est son lieu de vie. Le soir, ce lieu de vie devient un lieu de spectacle. Et finalement, c'était logique que ce lieu de vie devienne un véritable spectacle. Donc elle a perdu son doudou dans le chapiteau, il va falloir le retrouver. Et ça va emmener des situations un peu cocasses et puis enchaîner les numéros bien évidemment par le biais de cette histoire. Clown malicieux, acrobate, virevoltant, jongleur et décor féerique, tout est réuni pour 1 heure de rire et d'émerveillement sous un chapiteau à taille humaine installé à 2 pas de son grand frère, une fierté pour la famille Piédon. C'est toujours un honneur, la capitale du cirque, la capitale de tant de choses, mais c'est vrai que c'est la capitale du cirque pour nous, en tant que circassiens, c'est un immense honneur, d'autant plus que nous sommes un des plus petits cirques de France. On installe notre très petit chapiteau chaleureux à côté d'un des plus grands du monde, donc c'est fantastique, c'est un rêve éveillé. Le spectacle est présenté chaque soir à 18h30 et ce jusqu'au 13 août. Comptez entre 10 et 20 € l'entrée, un moment hors du temps à vivre en famille. Encore quelques jours donc pour en profiter. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc et pensez-y, demain un nouveau podcast sera disponible sur le site de Monaco Info et toutes les plateformes d'écoute. Geneviève Berthier a reçu le vice-président du Yacht Club de Monaco et récent vainqueur de l'Admiral's Cup, Pierre Casiraghi. Belle soirée à toutes et à tous et bonne semaine.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le soleil, il va rester avec nous en ce début de semaine et les températures, elles seront encore chaudes avec 31 degrés dans la matinée et jusqu'à 33 degrés dans l'après-midi. Ce sera la journée d'éclairs demain, à qui on souhaiterait une très belle fête. Et puis c'est la journée mondiale du steel pan, cet instrument de musique construit à base de bidons en acier recyclé. Un hommage à cet objet qui transcende les frontières géographiques et culturelles depuis de nombreuses années. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.